voilà, nous sommes en live. Bonjour, enchantée, ravie de vous retrouver une fois de plus, avec quelques minutes de retard, mais c'est pas moi, c'est la technique. Nous sommes en direct de Maubeuge, un direct New York Maubeuge aujourd'hui, avec Mickaël Picoron. Bonjour Mickaël. Bonjour. Donc, enchantée de vous recevoir. Alors, il est tard chez vous, chez nous, c'est encore le jour. C'est la magie du direct à travers nos deux pays. On va parler un peu de votre livre, bien évidemment, qui est sorti cette année, L'Argentin, les mystères flamands, aux éditions des mots qui trottent, et qui donc est en exclusivité aux États-Unis sur rencontre des auteurs francophones. Donc, n'hésitez pas. Le stock est limité, donc n'hésitez pas à aller le commander. Et nous allons parler donc de ce livre, mais avant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours, un parcours extrêmement intéressant, puisque vous avez fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie à Lille. Alors, l'art, c'est quoi? C'est une passion qui date de quand? Qui vous est tombée dessus un peu enfant ou qui est venue beaucoup plus tard? Pas vraiment enfant, un peu plus tard, je veux dire, allez, lycéen, quoi. Lycéen. Tant que ça se mette gentiment en place, à travers les arts plastiques et l'histoire de l'art, les deux, oui. Alors, c'est quoi? C'est un déclic, un jour en salle de classe, devant un tableau ou est-ce que vous vous souvenez un peu de comment ce déclic s'est passé ou comment cette envie d'aller plus loin? Je ne sais pas si vraiment il y a eu un déclic, c'est pas une situation globale, quoi. J'avais envie de faire quelque chose peut-être de différent et qui ne correspondait pas à ce que je vivais au quotidien. J'ai mes parents qui étaient commerçants et donc absolument rien à voir avec le milieu de la culture. Je pense jamais être allé dans un musée avec mes parents ou dans une galerie ou quoi que ce soit. C'était une question que j'allais vous poser aussi, parce que c'est pas que parfois les parents ne viennent pas de ce milieu, mais qu'on touche un peu à tout ce qui est milieu de l'art, parce qu'on est entraîné un peu par des envies familiales, mais vous, non, c'est quelque chose qui vous appartient. Non, c'est passé par le dessin. C'est passé par le dessin. J'ai beaucoup dessiné, encore même il y a quelques années. Mais voilà, c'est passé par ça. Et au moment de faire un choix d'études supérieures, c'était est-ce que je pars aller faire des beaux-arts ou est-ce que je pars étudier l'art? Et je me suis dit, bah, allez, allons étudier, on verra ce que l'avenir nous en fera. réservera. Voilà, je ne suis pas revenu voilà, au dessin ou à ce genre de choses. Ouais. Et comment ça a été pris chez vous? Parce que ce n'est pas toujours évident d'annoncer à des parents qu'on veut faire de l'histoire de l'art ou même de l'art, tout simplement. Bon, ça a été pris, comment dire, ça a été pris comme c'est venu. Mes parents ont toujours été pas très regardants sur ce que je faisais, en fait. Donc, c'était voilà, que je fasse ça ou que je fasse autre chose. C'était pas une surprise, quoi. C'est vas-y, mon fils, fais ce que tu veux, et c'était ça. Bon. Voilà. C'est bien aussi pour aller de l'avant. Alors, premier travail, vous êtes guide conférencier dans un musée. Puis Oui. par la suite, vous ne cessez de travailler dans le milieu de l'art, finalement, que ce soit dans les galeries, vous avez travaillé en salle de vente, chez des antiquaires. Voilà, vous avez touché un peu à tout ce qui tournait autour du milieu de l'art. Donc, on peut dire que vous êtes un passionné d'art. Quelle est l'expérience qui vous a le plus enthousiasmé, celle qui vous a le plus apporté? Ouais, peut-être les salles des ventes, les marchands. C'est une ambiance particulière. On se laisse vite prendre au jeu. On a envie même quand on l'a pas, de mettre un peu d'argent, de se dire oh, ça j'aimerais bien. Voilà, et bon, même si c'est pas possible, voilà, il y a des petites choses comme ça. Ça donne envie de participer, et quelquefois, on se dit bon, allez, je vais peut-être mettre un petit billet là-dessus, ça vaut la peine. Et vous avez des véritables coups de cœur aussi, j'imagine, à ce moment-là. Vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas. Ça vous a apporté, en termes de connaissances de l'art, une ouverture sur des choses différentes? Ah oui, complètement, parce que c'était aussi bien pas uniquement des tableaux, c'est des objets, de l'argenterie, Oui. de la céramique, du mobilier. C'était très, très, très large. Et ça, c'est d'une richesse folle. Et je pense que d'ailleurs, dans ce que j'écris, ça se retrouve. Parce que toutes les époques sont confondues dans ce que je peux mettre dans l'argentin. Et ben, on va revenir dessus, puisqu'on va tout de suite, vous faites tout de suite l'ouverture sur le reste, à savoir l'écriture. Donc l'écriture qui s'impose, donc très récemment, puisqu'on a parlé donc de ce livre qui est sorti cette année. Alors, c'est un roman
vous n'avez pas été tenté, alors il y a beaucoup d'art dans ce roman, on va revenir dessus, mais vous n'avez pas été tenté à un moment d'écrire un livre sur l'art, quelque chose d'extrêmement sérieux dans ce qui était votre expertise et vos connaissances? Alors, extrêmement sérieux, je l'ai fait sous une autre forme, en écrivant des articles pour des artistes, donc des préfaces, de catalogues, ce genre de choses. J'ai eu aussi une revue dédiée à l'abstraction, et donc c'était une autre forme d'écriture, mais c'était malgré tout de l'écriture, et une écriture sérieuse et malgré tout sensible. Voilà, l'idée de retrouver vraiment l'essence du travail d'un artiste. Alors, puisqu'on parle de l'art, donc dans ce roman L'Argentin, alors c'est un roman d'aventure, un roman policier, vous allez nous dire un peu comment vous le définissez peut-être, mais il y a une part belle effectivement à l'art. C'était vital pour vous de mettre de l'art dans ce premier roman? Oh bah c'est juste essentiel. Oui, c'est vital. Mais Voilà, pourquoi? Mais pourquoi? Pour faire partager votre amour de l'art, pour donner envie aux gens d'aller découvrir des choses nouvelles, pourquoi? bah, il y a ce côté-là où il y a cette envie d'aller faire partager, même si sur l'Argentin, ce n'était pas une évidence d'en faire quelque chose qui serait lu par d'autres personnes. Je l'ai écrit en y mettant ce que j'aime, sincèrement, mais il n'y avait pas ce côté « ça va devenir un livre ». C'était pas le propos. C'est venu tout doucement, et une fois le manuscrit terminé, je me suis dit « bah oui, pourquoi pas ». Mais alors, Et si vous c'est l'avez pas écrit pour en faire un livre, vous l'avez écrit pourquoi? bah, pour aller au bout de quelque chose, voilà, D'accord. pour aller au bout de quelque chose. Je n'étais pas sûr que qu'il existerait physiquement en tout cas. Ouais. Bon, donc c'est une belle surprise et une belle aventure. Alors aujourd'hui, avant de rentrer dans le livre, aujourd'hui vous travaillez dans une librairie, une très belle librairie de Bourgogne. Donc j'imagine que vous êtes entouré de livres. Comment s'est déroulé les choses? Est-ce que c'est le fait d'être entouré de livres qui a participé à votre envie d'écrire, ou est-ce que c'est votre envie d'écrire qui vous a précipité dans une librairie? Comment ça s'est passé? Finalement, je dirais ni l'un ni l'autre. C'est un hasard. Concours de circonstances. Voilà, l'écriture existait avant que j'y arrive. Le livre existait avant que j'entre dans cette librairie, donc c'est un concours de circonstances pour le coup. C'était pas prévu. Mais est-ce que le fait d'être rentré dans cette librairie vous a dit, allez, ce manuscrit est dans mon tiroir, j'ai envie d'aller au-delà et j'ai envie qu'il existe? Est-ce que ça vous a poussé un peu? Non, le livre existait avant même. Enfin, l'Argentin, le mystère flamand, c'est un premier volet. D'accord. Le livre est paru déjà depuis un moment. D'accord. Le second existe aussi. Depuis l'Argentin, c'est fin 2017, le mystère flamand. Mais parce que comme nous l'avons eu cette année, donc je pensais qu'il venait juste voilà. d'arriver. Voilà, donc on va attendre le second alors. Alors voilà. Alors clairement, bon, ça, celui que vous avez, voilà. Donc ça, le second. il est paru. Voilà, il est paru fin 2017. Et le second, donc, La Dame Chevaleresse, est paru en février 2019. Alors, c'est plutôt bon signe parce que moi, j'étais en relation avec votre maison d'édition et quand on a discuté effectivement de la petite sélection qu'il allait faire, votre éditeur, pour les États-Unis, il a mis l'Argentin dedans. Donc, si c'est un livre qui ne vient pas de sortir, ça veut dire que c'est un livre qu'il recommande et qui fait partie de ses petits chouchous du catalogue. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Oui, non, mais puis il y a l'envie aussi, moi, quand j'en vends, il y a l'envie du second, ce qui est plutôt sympathique pour quelqu'un qui écrit. Et maintenant, il y a l'attente du troisième qui est en cours d'écriture. Waouh, vous allez nous raconter tout ça à la fin dans vos projets. On va revenir à votre rapport aux mots, à l'écriture. Est-ce qu'il a été toujours présent dans votre vie? Souvent, quand je parle avec des auteurs, ils me disent, moi, à 7 ans, j'écrivais des poèmes, j'ai écrit des journaux de bord. Est-ce que l'écriture a toujours fait partie de votre vie? Absolument pas. La réponse, ceux qui diront d'accord. Alors, on va passer à la prochaine question. J'entends aussi des auteurs qui racontent ce genre de choses. À 7 ans, voilà, j'écrivais des poèmes, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Moi, non. Voilà. Alors, ce n'est pas un pur hasard parce que c'est une écriture de passionné, pour le coup. Oui. Mais ce n'était pas naturel. C'était pas naturel, c'est venu très tard. J'ai 49 ans. Le roman est sorti en 2017. Oui, alors,
Et alors, quel est le déclic pour cette mise à l'écriture, qui plus est d'un roman, donc d'une fiction? Vous êtes réveillé un matin en disant, tiens, j'ai envie de coucher sur papier ma passion de l'art et d'en faire un roman Ouais, d'aventure. j'ai envie de raconter une Raconter une histoire. histoire. Ouais, J'ai envie, à la limite, de me la raconter, de me dire, bah tiens, voilà, de quoi tu es capable? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as la capacité d'écrire quelque chose qui pourrait devenir un roman? Et ça s'est mis petit à petit en place, mais je pense que j'ai dû mettre, ouais, je vais dire, autour de 4 ans, quoi, quelque chose ah comme oui, 4 d'accord. ans pour qu'il existe. Donc, c'est une jolie Mais aventure. D'ailleurs, j'avais envie de revenir un peu ça parce que je sais que vous avez eu des moments un peu difficiles dans votre vie. Puis voilà, aujourd'hui, ben, plutôt chanceux. Vous avez un métier que vous aimez. Vous avez 2 livres dans une maison d'édition, un troisième qui va sortir. Est-ce que c'est aussi un message qu'il faut croire en la vie? Est-ce que c'est un message plein d'optimisme pour ceux qui nous écoutent? bah, je crois qu'il là, concrètement, enfin, il faut y croire. Moi, je n'y croyais plus forcément. Il y a des choses, bon, voilà, la vie est faite de ce qu'elle est faite, et de haut et de bas, et quelquefois beaucoup de bas. Mais malgré tout, bah, il y a des moments où il y a des fenêtres qui s'ouvrent, et il faut savoir, voilà, il faut savoir profiter de ça. Et Et puis donc, le résultat est là. tout à fait. Alors, on va reparler donc de ce premier roman. Et, alors, comment est née la genèse de ce premier livre? De quoi vous êtes parti quand il a fallu attaquer la page blanche? Parce qu'en plus, vous m'avez dit que vous n'aviez pas l'habitude d'écrire. Donc, on part comment on décide de s'engager dans une fiction qui est un peu un policier, un peu une aventure, de vouloir mettre de l'art? Comment on commence? Est-ce qu'on écrit sur un papier les étapes du début jusqu'à la fin? Comment vous avez travaillé votre premier roman? Alors, le, si je peux, enfin, si je dois mettre quelqu'un qui serait la personne qui déclenche, c'est un artiste sud-américain. Donc, c'est pas pour rien si le héros est un Argentin. C'est un monsieur qui s'appelait Carmelo Ardentin, qui était né en 1913 et qui est décédé je pense qu'il y a 10 ans, et qui était le fondateur d'un mouvement artistique d'art géométrique que j'ai rencontré chez lui en région parisienne. Et ça a été une rencontre juste merveilleuse. Voilà, simplement. Oui, Simplement d'ailleurs, merveilleux. c'est un mouvement dont vous parlez dans le livre, puisque votre personnage féminin principal utilise, enfin, en tout cas, donne l'impression de faire partie de ce mouvement. Un mouvement que je ne connaissais pas, d'ailleurs, moi qui m'intéresse à l'art. Donc, c'était extrêmement intéressant de vous lire et d'en apprendre davantage. Et alors, donc ça, c'est le premier roman. Quand on le ferme, on s'aperçoit qu'effectivement, il peut donner matière à une suite, hein, clairement. Oui. On a fini l'histoire, mais on est un peu sur sa fin. Pourquoi avoir voulu continuer avec ce roman décliné ensuite? Est-ce que vous êtes attaché à vos personnages, à vos héros? Parce que la plupart des auteurs souvent font un et partent sur une autre histoire. Vous aviez envie de continuer avec cette même bande, j'ai envie de dire. Oui, ouais, non, mais c'est un peu la même, enfin, comment dire, la démarche est pas réfléchie D'accord. concrètement en amont. Voilà, l'idée, c'était éventuellement d'en écrire un, de laisser un peu de marge à la fin en se disant bah, peut-être que, et puis le peut-être que est devenu bah oui, pourquoi pas, en deuxième, et du deuxième, évidemment, un troisième. Voilà, en gardant ce personnage parce que je m'y suis attaché, parce que j'ai envie de le faire vivre, voilà, de créer des aventures. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. Vous ne faites pas partie de ces auteurs qui disent, OK, je vais écrire une trilogie, je sais depuis le début. Non, vous, c'est voir si le personnage arrive à une nouvelle maturation pour le lancer dans un deuxième roman. C'est plutôt Alors, ça. non seulement il n'y a pas ce, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un calcul, mais il n'y a pas cette idée-là au départ d'écrire une trilogie, absolument pas. Et quand j'écris, que ce soit sur le mystère flamand ou la dame chevaleresse, j'ai pas de trame. Je sais globalement ce qui va se passer pour lui, mais quelquefois, je ne sais pas ce qui va se passer 10 pages plus tard. Je connais. Je travaille aussi comme ça. Mais c'est tout à fait magique. C'est un peu l'aventure pour moi aussi. Hein. J'ai besoin de visualiser ce que fait mon personnage principal. Et j'ai besoin d'être dans des ambiances. Et quand lui pousse une porte, c'est un peu comme si moi, je la poussais en même temps, quoi.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même magique de voir que notre cerveau et notre main nous entraînent dans des aventures qui nous dépassent parfois. Et, euh, et se dire, tiens, mon personnage va emmener là, je n'avais pas prévu de le faire comme ça. Donc, c'est ça la magie de l'écriture aussi. Alors, on est en Argentine, donc à Buenos Aires, au début du livre. Alors, c'est une ville qui vous fait rêver, Buenos Aires. Pourquoi l'avoir mis, pourquoi votre personnage, alors j'ai bien compris que c'était aussi par rapport au courant artistique que vous vouliez défendre, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est une ville que vous connaissez? Et si vous ne la connaissez pas, est-ce que c'est une ville qui vous attire, qui vous fait rêver? Alors, ça, ce sont des questions qu'on me pose, on va dire, pas régulièrement, mais en tout cas, c'est de me dire bah, pourquoi l'Argentine, Oui, pourquoi bien sûr. Buenos Aires bah, par hasard. Voilà, par hasard, c'est la rencontre qui déclenche, quoi. Donc, et l'idée aussi, la question qui m'est posée aussi, c'est mais à quel moment est-ce que vous y êtes allé? Oui, Bah, voilà. Et, et la réponse, c'est jamais. Mais, mais la vérité, c'est qu'il faut être suffisamment, s'intéresser suffisamment aux choses, aux lieux, même au café qui existe dans ces bien villes, sûr. à certains À parcs, cette époque-là, c'est ça à aussi. cette époque-là, parce qu'on est en 1948. Donc, il faut être cohérent sur la durée. Mais je n'y ai jamais mis les pieds. Oui, Et oui, mais malgré c'est… tout, Oui. les gens qui connaissent me disent ah bah oui, oui, ça oui, je connais. J'imagine l'endroit, mais moi non. Oui, Voilà, tout est. parce que j'imagine que vous avez vu aussi des photos, peut-être des films, enfin des choses visuelles qui vous ont permis de mieux appréhender les endroits, de vous les approprier et donc de les coucher sur papier. D'ailleurs, j'imagine que tout ce travail, ne serait-ce que le travail sur Paris des années de l'après-guerre, tout ça, ce sont énormément de recherches. Est-ce que finalement, il n'y a pas plus de temps passé à chercher, à rechercher, à trouver la vérité pour ne pas faire d'erreur, plus que dans l'écriture elle-même? Ah si, clairement, clairement. Le temps de recherche est gigantesque, quoi. Parce que aussi l'idée, c'est d'être cohérent par rapport être cohérent par rapport à ce que moi j'ai envie de te donner, et puis d'être cohérent par rapport au lecteur. Je pense qu'il n'y a aucun lecteur qui pourrait me dire bah tiens, non, là, il y a une erreur. Même le paquebot qui amène Louis au Havre, j'ai cherché des photos des cabines, voilà, Pour c'est tous une les petits vraie. détails de décoration, Voilà, etc. j'ai un peu peaufiné, quoi. Oui, mais j'imagine que c'est aussi une partie agréable de votre travail d'avoir été à la recherche. Vous avez fait quoi? Vous avez rencontré des gens? Ou alors non, vous êtes vraiment parti seul à la recherche de documents, vous avez lu des livres, comment vous avez trouvé Oui, vos en fait, points importants? il y a beaucoup de recherches. Moi, j'aime chercher dans les livres. Donc, forcément, il faut aller dans des médiathèques, dans les bibliothèques. Et puis, quelquefois, ben, voilà, on passe une page, on voit une photo, on se dit, bah, tiens, ça, c'est pas mal. Et comme on ne sait pas ce qu'on va écrire 10 pages après, on se dit, bah, voilà, ça, je vais prendre. Ça, je prends, je note, je mets de côté. Alors, sur le côté Exactement. artistique aussi, alors, bon, vous avez fait de larges études sur l'histoire de l'art, mais est-ce que grâce à vos recherches, vous avez appris même une ou deux petites choses supplémentaires que vous ne connaissiez pas, sur Ah ce oui, courant oui, oui. notamment? Ah oui, Ah oui, oui, oui. Enfin, le courant artistique qui au démarrage d'art géométrique m'a dit, mhm. ça c'est parce que j'ai géré une collection d'art géométrique qui était dédiée à ce mouvement-là, donc c'était plus simple. Après, tout ce qui est amené, les Noces de Cana de Véronèse, les œuvres de Vermeer, sont des œuvres que j'aime énormément, donc c'est plus facile. De leur Et rendre après, hommage. voilà, après, sur certains objets, forcément, sont moi des objets que je découvre au moment de l'écriture. D'accord. Et donc, j'apprends au fur et à mesure. J'apprends pas presque autant que le lecteur, mais malgré tout, il y a de ça, oui. Alors, dans le livre, on est en 1947, donc juste après-guerre. L'Argentin donc va arriver en France, à Paris. Cet Argentin, il a des envies de cette Europe culturelle de l'après-guerre. C'est une période qui vous fascine aussi, Oui, c'est un vrai choix historique. voilà, par goût, et puis qui s'est imposé enfin, très, très naturellement, quoi. Et je ne voyais pas mon personnage, entre guillemets, vivre, euh, qui nous soit contemporain. Je l'appréhendais même pas, ça.
Vous avez envie de voyager dans le temps plus que Aussi, dans oui, tout à l'espace. fait. Alors, on est donc dans le Paris du quartier de Montparnasse, celui des artistes, celui cher à mon cœur d'ailleurs, c'est toute ma vie, ce parc Montsouris, ce quartier Montparnasse, c'est l'œuvre d'artiste. Ça m'a fait plaisir de vous lire, je me suis retrouvée quelques années auparavant en France. Donc, c'est une jolie épopée d'une jeunesse pleine d'espoir aussi, parce que même c'est un livre d'aventure, il y a cette jeunesse qui idéalise, qui n'a pas toujours de sous, comme on dit, mais voilà, qui se retrouve, qui profite de ce Paris extrêmement vivant, extrêmement gai. C'est extrêmement frais. Est-ce que cette quête de liberté et de vie vous a parlé alors qu'on traverse des époques plutôt compliquées depuis quelques temps? Est-ce que vous avez, en écrivant ce livre, respiré aussi quelque part, capté ce souffle de liberté, de jeunesse, peut-être un peu d'insouciance, même si l'histoire n'est pas insouciante après, mais en tout cas, au début du livre, nous, on rentre là-dedans. Moi, je suis vraiment rentrée dans le Paris de l'après-guerre et c'était extrêmement frais et agréable à lire. Ah, mais il faut aussi se faire plaisir. C'est ça l'idée, quoi. Voilà, c'est écrire sérieusement en cherchant le détail, oui, mais sérieusement voilà, en faisant qu'un le personnage soit agréable et qu'il vive des choses quelquefois graves, mais aussi voilà, avec de la légèreté, quoi. Mais Faut pas oublier que c'est un jeune homme. c'est un jeune homme, c'est une époque qui vous aurait plu? Je pense, oui, ouais, clairement. J'ai eu Alors, quelques années de retard à ce niveau-là. Ouais. alors, il y a des petits détails aussi qui font plaisir, enfin, petit côté nostalgique comme ça, comme quand vous parlez de l'époque, enfin, c'est une époque où on va encore à l'opéra en smoking. Et là, j'ai senti chez vous et chez moi aussi un petit brin de nostalgie. Il y a des choses, voilà, il y a des choses comme ça qui nous font dire ah, c'était pas mal quand même tout ça. Oui, bah, c'est un tout, mais il y a ce côté peut-être quelquefois un peu britannique où on met 4 tenues par jour parce qu'il faut aller dîner, parce qu'après voilà, parce qu'après on sort et qu'il faut changer 4 fois par jour. Et moi, je trouvais ça très, très classe, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, ce livre est avant tout un roman d'aventure. On y parle de mystère, de chasse aux nazis, d'enquête. D'où est venue cette idée de chasse aux nazis, justement, dans le Paris d'après-guerre, mêlée à l'art, à l'amour? Comment vous est venue l'idée? Est-ce que vous avez été inspiré par un livre, un film, enfin, un fait divers? Comment vous êtes parti là-dessus? Je ne sais pas si je peux répondre à la question facilement, parce que je me laisse porter. Voilà, clairement, je me laisse porter. Ouais, donc, il n'y a pas le petit truc qui fait que je vais être. J'ai tellement d'envie, de goûts différents que c'est facile, en fait. C'est assez simple d'écrire ça. Donc, alors je vais changer un peu ma question. Quand vous vous êtes retrouvé dans la page blanche, comment avez-vous décidé de partir sur un ancien criminel nazi? Qu'est-ce qui vous a... L'inspiration est venue comme ça ou effectivement il y a eu quand même un petit déclic, un petit tiens, ça me paraît très bien pour être la base de mon roman d'aventure. Oui, ouais, non, mais il y a forcément des petites choses qui viennent perturber, qui viennent me perturber à un moment donné. C'est un peu ça. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas prévu. Je prévois pas l'arrivée d'un personnage et je me suis dit, bah tiens, ouais, Louis, c'est intéressant qu'il aille à Paris, c'est intéressant qu'il soit dans une maison particulière et pourquoi pas mettre un personnage un peu trouble, voilà, qui vient perturber normalement le bon déroulement de son voyage. Oui, c'est rien de le dire pour le coup, ça sera largement perturbé. Il y a des auteurs qui vous inspirent ce genre d'écriture, donc des auteurs d'aventure, de policiers. Je ne sais pas vraiment comment qualifier votre livre. On est entre plusieurs genres. Je trouve que c'est un roman d'aventure, mais il y a une enquête, donc on est aussi un peu dans le policier. On n'est pas dans le polar brut du tout. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous inspirent ce genre d'écriture? J'aime certains auteurs, enfin, je pourrais mettre Daphné du Maurier, L'Auberge de la Jamaïque. Ça, c'est sans nul doute un des romans voilà, phares pour moi. Hemingway, évidemment. Des Voilà. grands Et auteurs après, classiques, voilà, après finalement. les auteurs contemporains, par plaisir, mais pas, comment dire, pas en termes de source d'inspiration, en tout cas.
il y avait une vraie envie aussi de ne pas, singer, de ne pas copier quelque chose. C'était important, ça aussi. Oui, c'est important parce que des fois, je lis des choses en me disant c'est du mauvais machin. Enfin, je ne citerai pas de nom, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui partent souvent sur un copier-coller. Alors, Louis, votre personnage est extrêmement séducteur, alors un peu malgré lui parfois. Est-ce que Louis, comme les autres personnages, sont inspirés de rencontres dans votre vie? Est-ce qu'ils existent quelque part, même avec un détail comment vous les avez construits? Ça veut dire, Alors, est-ce que oui, ils peuvent exister, mais vraiment sur des détails. oui, c'est ça. C'est quelquefois la rencontre d'un lieu que j'ai vu, d'une carte postale ou de quelque chose d'ancien. Et puis, par exemple, dans le Mystère flamand, il y a énormément de personnages qui viennent à la rencontre de Louis, mais je pense à une femme en particulier qui est sur une passerelle à Venise. Et cette passerelle, je l'ai vue sur une carte postale de 1912. Et je me suis dit, mais ouais, ça, c'est le lieu où je veux qu'il se passe quelque chose. Et j'ai vu une danseuse à un moment dans un spectacle prendre une posture et s'élancer. Et je me suis dit, à la seconde, je me suis dit, oui, elle, sur la passerelle, c'est une évidence. Donc, ça n'avait absolument rien à voir, quoi. Non, c'est joli, c'est des inspirations sur des images. Souvent, on puise nos inspirations dans des personnages qu'on croise, mais vous, voilà, c'est un personnage extrêmement mystérieux, dont vous avez capté quelque chose et que vous avez retranscrit dans le livre. C'est plutôt joli. Alors, il est clair que, donc, je vous l'ai dit, dès qu'on termine la dernière page, on attend une suite. Et puis, on imagine surtout que l'Argentin va certainement rentrer chez lui. Est-ce que c'est dévoiler le second livre de vous demander si l'Argentin rentre chez lui? Alors, non seulement il ne rentre pas chez lui, voilà, mince alors. Ça, c'est pas prévu. C'était pas prévu. Je prolonge son séjour en Europe. Voilà, il est question des Pays-Bas dans le premier. Et il se dit que ce serait assez sympa de s'installer à Delft. Voilà, pour dire de profiter un peu de calme et d'un certain répit, ce qui forcément n'arrivera pas. Alors, pour le coup, est-ce que c'est une ville que vous connaissez aussi ou est-ce que pareil, même le travail de recherche? Delft, je ne connais pas. Un peu Amsterdam, donc forcément, voilà, il y a des parallèles peut-être un peu faciles qu'on peut faire, quoi. Mais après, c'est une question, voilà, c'est une question de goût, de recherche, énormément de recherche toujours. Il y a une adresse qui est donnée, bon, c'est pas dévoiler grand-chose. Louis s'installe à Delft à une adresse particulière, et ça, je peux le dire parce que si on ne le sait pas, personne ne fera attention. Alors allez-y, avouez. L'adresse qui est donnée, la rue dans laquelle il s'installe à Delft, c'est possiblement l'adresse du tableau de Vermeer, La Ruelle. Waouh, génial. On va aller voir Voilà. ça alors. Donc voilà, Alors, moi, en attendant de découvrir ce c'est un petit second clin d'œil, livre, oui, merci de nous avoir éclairés. En attendant de découvrir ce deuxième livre et cette adresse, et Vermeer, donc le premier livre, L'Argentin, les mystères flamands, est donc en vente en exclusivité aux États-Unis sur rencontre des auteurs francophones. Et puis, moi, j'aime bien finir avec un petit questionnaire de Proust. Donc, votre livre du moment, il y a quoi sur votre table de chevet? Sur la table de chevet, il y en a quelques-uns. Vous lisez plusieurs livres en même temps? Alors, j'ai essayé, et en me disant que c'était, oui, évidemment, c'était faisable. Non, clairement pas. Il y a un livre que je vais entamer qui est là, mais certainement, c'est Dora Maar et le Minotaure. D'accord. Voilà, donc l'histoire de réelle. C'est une auteure croate qui a écrit l'histoire de Dora Maar à partir de carnets qu'elle avait rédigés quand elle était internée à Sainte-Anne sur la demande de Picasso. Voilà. Donc, elle utilise à la fois ses carnets et une part d'imaginaire. Le truc, c'est qu'on ne sait pas dans quelle proportion. Écoutez, très bonne lecture, ça m'a l'air fort intéressant en tout cas. Un livre que vous aimez offrir, un livre que vous aimez recommander, un ou plusieurs, ou un auteur. Alors, ça va être une évidence. Simone van den Vlugt, Bleu de Delft, évidemment.
évidemment. Ouais, non, c'est un super livre. Et puis, de toute façon, l'auteur, quoi qu'elle écrive, Bleu de Delphes, Neige rouge, ou là, plus récemment, La maîtresse du peintre, voilà, c'est un environnement et une période qui me plaît, donc c'est facile, quoi. Alors justement, j'allais vous demander s'il y a un auteur dont vous avez tout lu ou presque. Est-ce que c'est elle ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, tout lu ou presque, non. Parce que finalement, je lis pas tant que ça. Je lis pour conseiller, parce qu'il y a des gens qui viennent à la Bien sûr. librairie et qui demandent. Donc, je vais lire aussi ce que j'aime, évidemment, mais j'aime bien découvrir. Je vais lire des premiers romans ou, voilà, ou des auteurs vers lesquels on ne va pas aller. Je ne vais pas lire les grands auteurs commercialement parlant, parce que tout simplement, on n'a pas besoin de les défendre d'une certaine Non, façon. je Ils suis se d'accord. défendent eux-mêmes. Et puis Voilà, surtout, donc, oui, et puis parfois on est déçu parce qu'il y a tellement de battage autour de ces livres que parfois on est déçu en les lisant. Pas toujours, hein, mais c'est vrai que parfois il faut mieux découvrir une petite pépite que les autres n'ont pas découvert. Alors un genre littéraire qui est votre genre favori, est-ce qu'il y en a un d'abord? roman historique, oui, facilement, oui, et, roman euh, historique. et alors, un peintre, en dehors de Vermeer et de ce que vous nous avez déjà énoncé plusieurs fois sur ce mouvement, Alors, géométrique, en dehors de ceux que je peux proposer dans les livres, qui sont plutôt comment dire, des peintres, comment je peux les qualifier, anciens, entre guillemets, on va dire ça comme ça, Pollock. Voilà, Pollock, il c'est… faut venir à New York, hein, on en a un magnifique ici, hein, au musée d'art moderne. Alors, parlons un peu de peinture. Un cours artistique, à part celui dont vous nous avez parlé, donc des peintres plutôt classiques. Si vous deviez avoir quelque chose au milieu du salon, au-dessus de la cheminée, ce serait quoi? Au milieu de la cheminée, c'est compliqué. Non, oui, un petit Véronèse de 9 mètres de large, c'est bien Très ça. bien, très bien. Ça prend pas de place, c'est très bien. Aujourd'hui, vous êtes plutôt quoi, Mickaël? Littérature ou art? Ou les deux? Hmm, les deux, les deux. Ouais. Et C'est alors, pas, je peux pas me partager. Voilà, je peux pas faire un choix. C'est forcément les deux. Ouais. dans la même logique, vous êtes plutôt musée ou alors un livre sous la couette? Bah, musée, pas tant que ça, de moins en moins, forcément. Mais ouais, il en faut. De toute façon, la bibliothèque est remplie de livres d'art, de catalogues d'artistes. Voilà, donc, je sais pas, j'en ai pas tant que ça. Je sais pas, je vais être à 400 livres, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Mais c'est pas énorme. Voilà, mais c'est beaucoup de cadeaux aussi, des artistes qui m'ont offert des catalogues ou voilà, des choses qui sont plus des livres que j'ai achetés quand j'étais étudiant. Mais Donc, c'est pas évident. il y a quand même une émotion quand on se retrouve devant la toile dans un musée qu'on ne capte pas nécessairement dans un livre. Ah Ou est-ce non, non, que… le musée, il est essentiel. Il est essentiel. Puis voilà, on s'offre son propre voyage. Ça, c'est une évidence. Et voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Et je pense que je le retranscris assez bien dans le roman. Oui, c'est vrai. Louis se retrouve face à un Véronèse aux noces de Cana. Donc voilà, c'est un tableau qui fait 9 mètres de large sur 6 mètres 60 de haut. C'est pas rien. Non, Ah bah, sublime. le Louvre, c'est obligatoirement les noces de Cana. Voilà. Et dos aux noces de Cana, il y a la Joconde. Et c'est assez hallucinant de voir le nombre de personnes qui se sont tournées vers la Joconde et qui ne regardent pas un tableau de 9 mètres sur 6. Quoi. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. C'est le pouvoir de cette Joconde. On ne comprend pas toujours, mais c'est son pouvoir. Alors, on va revenir un peu à votre ville de Maubeuge, quand même. Un lieu dans votre ville que vous aimez, qui est votre antre. Vous aimez écrire, pourquoi pas, ou prendre un café, ou juste regarder les gens, la ville, le monde. C'est une ville un peu particulière, Maubeuge. C'est une ville qui a 1300 ans d'existence, donc qui est forcément riche en histoire, en architecture. C'est une ville militaire, donc fortifiée par Vauban. Il y a encore beaucoup de fortifications Vauban. Je crois que les 3/4 des fortifications ont été conservées.
Mais c'est une ville aussi qui a subi des destructions. Elle a été 2 fois détruite, et la dernière fois en mai 40 à 90%. Donc c'est une ville ancienne avec de l'architecture moderne. Donc l'architecture, on va dire, l'architecte, c'est André Lursa. Et c'est une ville de béton dans des fortifications Vauban. C'est assez étrange. Ouais, c'est intéressant, une ville que je ne connais pas, mais qui donne envie d'aller la visiter, surtout si on aime l'architecture. Alors, vous m'avez toujours pas dit ce qui, dans votre ville, dans le petit endroit où vous aimez aller. Est-ce qu'il y a un endroit particulier? Non, c'est ça qui passe. La ville, elle est étrange à ce point-là, quoi. C'est qu'on peut aller aussi bien dans un théâtre qui a été inséré le théâtre s'appelle le théâtre du Manège. Et il est installé dans un ancien manège à chevaux militaire. Voilà, donc il y a cette partie-là, et puis la partie très moderne, géométrique, qui est très intéressante. Il y a un lieu aussi qui est la salle Stro, qui a été rénovée dernièrement, et qui est une ancienne chapelle de jésuites, enfin, sur 3 niveaux. Et à l'intérieur, toute la déco, tout l'ensemble est art déco. Ah oui, et art déco, et c'est énorme, quoi. Voilà. Ah ouais, ça doit être juste super. Gigantesque. Je vais aller voir, je vais aller sur Google en raccrochant. Magnifique. Une autre ville de France qui vous plaît, vous auriez pu poser vos valises? Alors, où j'ai posé mes valises un peu à Paris, mais non. Mais non, parce que c'est trop tout le temps. Est-ce qu'il y a une ville qui vous attire, une ville que vous avez traversée un jour en disant tiens, je pourrais vivre ici, ou alors vous êtes vraiment un gars du Nord? Voilà, potentiellement où je pourrais vivre, idéalement, c'est une maison en pierre en Bretagne, ouais, avec une petite vue sur la mer. Ça, c'est pas mal, ça. Non, c'est pas mal, hein. Alors, un lieu dans le monde où vous pourriez vivre, Buenos Aires, ou est-ce que non, il y aurait une envie de partir dans un pays qui vous enchante, qui vous fait rêver? Pas forcément lointain. L'Italie, ce serait pas mal. Ouais, pour la richesse de la culture, quoi. Oui, et puis pour l'art, hein, parce que franchement, voir de belles choses. Ils se sont bien débrouillés, les Italiens aussi. Oui. Alors, vous parlez de manger, très bien. Mon dernier petit questionnaire de Proust, c'est ça, c'est une spécialité culinaire locale. Locale? Voilà, oui, déjà locale. Après, je vous demanderai ce que vous aimez, vous, manger. Local, c'est assez... On peut manger copieux ici quand même. Hein. On peut manger des choses... je sais pas, il y a beaucoup de bons fromages qu'on peut faire froid ou chaud. Voilà, ça fait partie des petits plaisirs sympathiques dans la région. Et puis, bon, ouais, voilà, il y a un peu de tout ça, quoi. Mais en tout cas, des ragoûts, des choses qui tiennent au corps. On va vous envoyer les Américains, alors, parce qu'ils aiment bien les plats denses comme ça. Ça va leur faire plaisir. Ils peuvent venir, oui. Écoutez, j'étais ravie de discuter avec vous, Michael. Donc, je rappelle l'Argentin, le mystère flamand, donc, qui est sorti en 2017, et entre-temps, le numéro 2 est sorti. Et alors, donc, quelques mots quand même, parce qu'il y a un troisième qui est déjà fini ou qui est en cours de manuscrit. Il est en cours d'écriture, je pense que je suis on va dire aux 3/4 de l'écriture, qui va passer par Maubeuge, qui devrait s'appeler Le Testament de Niccolò. Niccolò, c'est Niccolò Ranieri, né Nicolas Régnier. Donc c'est un peintre de la période du Caravage, et qui est né à Maubeuge, mais qui est connu davantage sous le nom de Niccolò Ranieri parce qu'il a vécu 40 ans à Venise. Ah, donc je comprends un peu votre envie d'Italie. Il y a toujours un lien finalement avec vous dans tout ce que vous nous racontez. Il y a un peu de Venise, il y a un peu de Sicile, il y a un peu de tout ça, oui. Eh bien, écoutez, super. J'espère qu'on aura aussi le numéro 2 et le numéro 3 ici aux États-Unis. En tout cas, merci d'avoir passé du temps avec nous. Avant de se quitter, il y a plein de choses qui sont arrivées cette semaine, mais comme ils ne sont pas encore en ligne, je ne vous les présenterai que la semaine prochaine. Par contre, ce qui est en ligne, c'est le nouveau livre, le 6e, de Laura Johansen, qui parle des prépositions du potager. Et vous savez, Laura, qui a déjà sorti 5 petits livres qui se vendent extrêmement bien ici, eh bien, nous fait de la grammaire de façon extrêmement plaisante. Et c'est un livre donc, qui accompagne ici les mamans françaises qui vivent aux États-Unis où les enfants ne sont pas scolarisés effectivement dans les écoles françaises et qui ont besoin d'un accompagnement. Donc, c'est des petits livres qui marchent très, très bien, qui plaisent beaucoup. Et le 6e vient de sortir en France.
il vient de sortir ici aussi. Et puis un autre livre de Cécile Cognier, voilà, Cécile Cognier qui nous parle de sa vie d'expatriée avec une très jolie plume, c'est très bien écrit. Ça vient de rentrer, ça s'appelle Le Phénix, les albatros et le colibri. Et puis, alors, Cécile, elle, c'est pas l'art, c'est la chanson aussi qui l'accompagne dans sa vie. Donc, voilà. Merci à tous. Merci, Mickaël, d'avoir été là. À très Merci bientôt. de On m'avoir suit votre accueilli. actualité. Et puis, bien sûr, on la partage sur Rencontre des auteurs francophones. Alors, on la partage, je rappelle, donc on est sur Facebook, mais pas que. On est aussi sur Instagram, sur Twitter. On est même maintenant sur Clubhouse, puisqu'une fois par semaine, on a une room sur la littérature francophone. Vous pouvez nous y retrouver, partager, dialoguer, débattre avec nos invités qui sont des lecteurs, des blogueurs et bien sûr des auteurs. Merci Mickaël, on se retrouve bientôt. Bonne Merci fin de Sandrine. journée et bonne nuit. Merci. Au revoir. Merci tellement. Au revoir.